Sur Terre, la vie est omniprésente, à tel point que trouver quelques mètres carrés à la surface de notre planète qui seraient strictement dénués de vie est une découverte qui se publie dans les journaux les plus prestigieux. C'est la microbiologie, surtout pendant le XXe siècle, qui a révélé à quel point tous les recoins de notre planète étaient colonisés par des formes de vie microscopiques. Mais même avant ça, il était évident que des formes de vie macroscopiques, plantes, insectes, animaux, pouvaient se retrouver, pouvaient se rencontrer dans les déserts les plus arides, au sommet des montagnes les plus hautes ou dans les latitudes les plus froides. Le concept d'une planète sans vie, ou même d'une planète différente de la Terre, était donc tout sauf trivial avant l'exploration spatiale. C'est pour cette raison, par exemple, qu'on a longtemps assimilé les plaines basaltiques de la Lune à des mers et les cratères d'impact à sa surface à des volcans. Car la science procède beaucoup par analogie. Ce qui se trouve ici doit se trouver ailleurs. Ou plus exactement, les lois de la nature que l'on constate ici doivent avoir cours aussi ailleurs dans l'univers. Bien sûr, d'autres visions de l'univers existaient. En particulier, à la suite d'Aristote et soutenue par les religions, l'idée que la Terre pouvait être au centre de l'univers et avec un statut unique, bien différent du domaine des cieux et des astres, domaine du divin. Mais pour les penseurs qui avaient franchi le pas, qui ne plaçaient plus la Terre au centre de l'univers, qui considéraient la Terre comme une parmi les planètes en orbite autour du Soleil, et qui voyaient en les étoiles la possibilité d'autres soleils. Eh bien, pour ces penseurs-là, il était finalement naturel de regarder les astres, non pas en se questionnant sur la question de sont-ils habités ou non, mais en se demandant quelle forme la vie pouvait y prendre. Par exemple, les habitants de Jupiter sont-ils plus grands ou plus petits ? Marche-t-on sur Vénus sur 2 pattes, 3 ou 6 ? Et est-ce que les plantes martiennes sont vertes comme sur Terre ou au contraire rouges ou bleues ? Il est en effet assez naturel d'extrapoler le seul exemple que nous avons de la Terre aux autres mondes. Ainsi, on a longtemps projeté notre environnement, notre humanité sur les autres mondes, en imaginant que les planètes avaient des paysages très terrestres, comme on peut le voir ici par exemple dans un livre de Camille Flammarion, Un paysage martien, et qu'elles avaient des habitants qui finalement se distinguaient des habitants de la Terre par des détails liés à, mettons, leur gravité différente de celle de la Terre ou leur insolation différente. Et les observations de Mars étaient bien souvent interprétées par analogie avec les caractéristiques de notre planète. Des changements saisonniers de couleur étaient attribués à la végétation. Et l'on voyait sur le disque de Mars des canaux que l'on pensait artificiels au moment même où l'humanité creusait le canal de Suez, changeant la géographie de sa planète. Cette idée d'une planète Mars très analogue à la Terre et pleine de vie n'était pas partagée par toute la communauté scientifique, mais elle aura influencé notre vision de Mars jusqu'au moins au milieu du XXe siècle. Et on peut par exemple citer, en 1900, la publication de ce prix par l'Académie française des sciences, le prix Pierre Guzman, qui devait être décerné à quiconque parviendrait à envoyer un message vers un astre et à recevoir une réponse. Et ce défi excluait très explicitement la planète Mars, montrant que, en 1900, il était alors établi, au moins par une partie de la communauté, que Mars devait être une planète habitée, et non seulement habitée, mais probablement par une civilisation. Mars est un cas très important, car c'était de loin la planète qui présentait le plus de détails à l'observation. Vénus, qui finalement présente plus de similitudes avec la Terre, est masquée par d'épais nuages qui en empêchent l'observation de la surface, comme on peut le voir ici sur des images prises par des sondes spatiales. Les canaux martiens sont un exemple saisissant de notre faculté à nous projeter dans des observations, surtout quand elles sont grossières, mal définies. Ces canaux, que sont-ils ? En fait, ce sont des illusions d'optique liées au fait que notre cerveau a tendance à créer des structures dans des images qui sont mal résolues. Et pourtant, bien que ce soit des illusions, de nombreux observateurs, et pendant des décennies, ont cartographié ces canaux,
ont réalisé un atlas et toute une nomenclature de ce qui n'est finalement qu'une illusion. Et il faudra finalement se rendre sur Mars pour que l'on constate à quel point la planète est aride, stérile. Et de ce point de vue, l'exploration spatiale aura été une succession de tristes révélations de la stérilité des mondes où nous nous rendons, que ce soit bien sûr Mars, mais aussi Vénus, Titan et les petits corps du système solaire. Et notre exploration spatiale, si elle n'a pas éradiqué complètement la possibilité de vie dans le système solaire, actuelle ou passée, l'a reléguée à quelques niches que l'on peut citer ici. Tout d'abord, le passé lointain de Mars, où l'on sait que de l'eau a coulé, peut avoir été le site de vie dont on cherche aujourd'hui les traces fossiles. On peut aussi imaginer trouver de la vie dans des poches d'eau qui existent, on le sait, dans le sous-sol de Mars. Et pourquoi pas également dans des océans internes qui existent, nous en avons différentes évidences, au sein de lunes glacées de Saturne et de Jupiter, comme ici Encelade, vue par la sonde Cassini. Non pas que l'on suppose scientifiquement ces environnements comme particulièrement favorables ou propices à la vie, mais on n'a pas pu exclure cette possibilité. Beaucoup de chercheurs seraient d'accord pour dire que la piste de la vie extraterrestre devrait découler de multiples observations et d'observations de très grande qualité. Or, si l'on regarde l'histoire de l'observation des planètes, on se rend compte que les annonces ou les spéculations sur la vie extraterrestre sont toujours liées à des observations à la limite de nos capacités d'observation, des capacités de nos instruments. Par exemple, alors même que la détection de phosphine dans l'atmosphère de Vénus était débattue, ou que la détection de méthane dans l'atmosphère de Mars était aussi discutée, eh bien, on a tout de suite débattu sur la possible origine de ces molécules, qui par ailleurs sont des molécules très simples, des formes de phosphore et de carbone que l'on va retrouver dans nombre d'environnements astrophysiques sans vie. La recherche de vie extraterrestre, la recherche de vie hors de la Terre, est une entreprise scientifique absolument passionnante, totalement légitime et soutenue par la plupart des agences et des tutelles scientifiques sur la planète. Mais elle doit se reposer sur une méthode scientifique sans faille, parce que l'histoire nous a montré, notamment l'histoire de l'observation de Mars, que nous avions cette tendance à nous projeter dans les astres et à nous précipiter un peu sur l'interprétation biologique d'une observation. Aujourd'hui, face à l'exception que constitue encore la Terre, nous avons la démarche suivante, et qui consiste à dire, oui, nous comprenons pourquoi la Terre a ce caractère exceptionnel dans le système solaire. C'est en partie dû à sa position, à la place qu'occupe son orbite, et ça permet par exemple d'expliquer la différence entre notre voisine Vénus et la Terre, Vénus étant trop près du Soleil, avec une insolation trop forte, pour avoir de l'eau liquide, pour être habitable. Et nous comprenons aussi la différence entre la Terre et Mars, Mars étant une planète trop petite pour avoir pu maintenir un environnement habitable. Or, cette position privilégiée qu'occupe la Terre dans le système solaire, il est possible qu'on la retrouve de façon générique autour d'autres étoiles. L'analogie aujourd'hui consiste donc à assimiler un petit peu les autres systèmes planétaires, les autres étoiles, au Soleil et à son cortège de planètes, et à rechercher les autres terres autour des étoiles de notre environnement dans la galaxie. Or, toutefois, il faut faire attention, cette analogie aura forcément elle aussi des limites, car on sait déjà qu'il existe une très grande diversité d'architecture des systèmes planétaires et une grande diversité de planètes en termes de taille, de composition. Les autres étoiles ne sont pas strictement des soleils, et les autres systèmes planétaires ne sont pas des systèmes solaires. L'enjeu sera donc de distinguer au sein de cette diversité très grande de systèmes planétaires et d'exoplanètes les mondes qui sont habités de ceux qui ne le sont pas, en supposant que les mondes habités sont suffisamment abondants pour être à portée de télescopes. Et dans cette entreprise, il faudra absolument garder en tête cette tendance que nous avons à
généralement se précipiter sur l'interprétation la plus excitante, de la même façon que Percival Lowell, avec les meilleurs moyens d'observation dont on disposait à l'époque, avait tendance à voir des canaux sur Mars, des canaux qui n'existent en fait pas. Et il faudra garder cette leçon en tête quand, par exemple, nous recevrons du futur télescope spatial James Webb les premiers spectres, les premières données sur l'atmosphère de planètes de taille et de température terrestre autour d'autres étoiles.